merci à tous ceux qui participent malgré la pré-période fiscale, même si vous êtes toujours, on est soit en après-période fiscale, soit en pré-période fiscale. C'est Du coup, ça. c'est compliqué, mais à ce que j'ai compris, c'est particulièrement compliqué en ce moment. Mmh. Donc merci à tous. L'idée, l'objet de ce webinaire, elle vient d'un problème et d'une difficulté observée par pas mal de personnes et par moi particulièrement. Parce que mon rôle, donc moi je suis responsable du développement commercial de iPadDat au sein des cabinets d'expertise comptable. Donc iPadDat en quelques mots, c'est un outil collaboratif qui automatise la gestion et la récupération des factures fournisseurs des clients. Donc vous pourrez aller voir après sur le site iPadDat et potentiellement demander une démo. Mais en tout cas, l'idée principale, c'est que vous, de votre côté, en tant que cabinet, vous ayez le moins possible à relancer le client pour obtenir ses pièces, puis qu'elles arrivent, et que d'un autre côté, le client soit content. Donc voilà, mon rôle, c'est ça, c'est de déployer cet outil au sein des cabinets. Et accessoirement, je suis aussi fils d'expert comptable. Donc du coup, c'est plusieurs casquettes qui m'ont fait réaliser qu'il y avait quelques problèmes dans l'utilisation et le déploiement des outils. Donc le premier problème, c'est déjà que c'est compliqué de votre côté de choisir le bon outil, puisque vous avez une myriade d'offres. Mais malheureusement, une fois que cet outil est choisi, eh bien, on est qu'au début des problèmes, puisque derrière, il y a deux obstacles principaux qui vont se poser, et c'est l'objet de ce webinaire. Euh, le premier, c'est déployer l'outil au sein des collaborateurs, enfin auprès des collaborateurs, leur faire comprendre que l'outil, il va être bénéfique pour eux, avoir le bon discours, et derrière, ça va être le client. Et de la même manière, il va falloir lui faire accepter les outils, avoir la bonne organisation. Il se trouve que on travaille depuis un certain temps, maintenant plusieurs années, avec le cabinet Safigec, qui est un cabinet qui est vraiment porté sur le digital. Moi, je peux en témoigner puisque je me suis rendu à pas mal de reprises dans le cabinet et je sais qu'ils ont toujours cette pensée vers les nouveaux outils. Je sais qu'ils ont mis en place des organisations plus que l'on fait quand même certains autres cabinets. Donc on trouvait ça assez intéressant d'avoir un retour d'expérience d'un membre d'un cabinet voilà, comme ça. À titre d'exemple, Safigec a déployé plusieurs centaines de clients sur iPadDat. Donc Jean-Frédéric, merci d'être là pour répondre aux questions. Il y aura un temps d'échange, donc je vais te poser des questions, et puis après, vous avez un chat et vous pourrez poser vos questions à Jean-Frédéric ou potentiellement lui donner vos conseils. Jean-Frédéric, est-ce que tu peux te présenter un petit peu le cabinet Safigec et toi, présenter ton parcours au sein du cabinet Mmh. et ton rôle actuel. Ça marche, très bien. Merci Ludovic. Donc, bonjour à tous. Donc moi, c'est Jean-Frédéric Dubo. Je suis expert comptable associé au sein du cabinet Safigec. Déjà, pour vous présenter rapidement notre structure, nous, le cabinet Safigec, on a un cabinet qui a été créé en 1973. Donc, un cabinet qui a aujourd'hui un certain vécu. Et on est un cabinet multisite. C'est assez important aussi ça chez nous. Donc on est à la base de Lyonnais, mais on a des sites aujourd'hui qui sont développés depuis voilà depuis la création du cabinet à Grenoble, à Marseille, à Paris et à Lille. Donc sur quelques grandes métropoles en France. Et aujourd'hui, on est un groupe qui compte environ 200 collaborateurs et 15 experts comptables associés. Pour ma part, moi, je suis associé au sein du cabinet de Lille depuis maintenant 2 ans. Pour la petite histoire, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, mais qui correspond à l'ADN de Safigec. C'est que j'ai fait à peu près toutes mes classes chez Safigec, du contrat de professionnalisation jusque le diplôme et l'association une fois que j'ai été diplômé. Et au-delà de ça, je suis l'un des associés en charge du déploiement des outils digitaux au sein du cabinet et notamment des liens entre le cabinet et iPadZat qui fait partie en tout cas des solutions que l'on a déployées depuis plusieurs années pour répondre à nos besoins de digitalisation. Ok, super. Alors, je compte te poser quelques questions après, Mhm. évidemment, sur l'organisation, justement, avec les collaborateurs.
Mais Ouais. déjà, par rapport à ton parcours que toi tu dis atypique, comme tu le dis, tu es un ancien collaborateur devenu associé, donc tu as un petit peu Mmh. monté là-dessus. Et moi, Mmh. ce que j'ai pu en comprendre en ayant parlé avec un autre associé, donc Jean-François de Mmh. Safigec, le fait que toi tu sois, tu ce rôle un peu hybride, ça fait que tu es un peu plus peut-être écouté des collaborateurs qui vont pas dire bon bah c'est juste c'est l'associé qui nous dit des choses et il a pas trop d'idées du terrain. Est-ce que toi déjà Mmh. tu trouves par rapport à ton expérience que c'est bien d'avoir des profils comme toi? Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais au cabinet d'avoir ces profils un petit peu atypiques, hybrides, et Mmh. donc de faire monter potentiellement des collaborateurs? Oui, effectivement, enfin, pour ma part, moi, je viens entre guillemets de la base et des collaborateurs et j'ai pu évoluer sur différents postes, ce qui fait que je connais entre guillemets le quotidien d'un collaborateur chez Safigec. Je connais les outils qui étaient à disposition avant que je sois associé. Maintenant que je suis associé, j'utilise encore ces outils-là, mais ça donne un petit peu plus de crédibilité. Et je dirais qu'on est plusieurs au sein du cabinet à avoir ce parcours-là. On est un cabinet qui mise un petit peu sur des profils évolutifs et on n'hésite pas à faire évoluer nos collaborateurs. Mais je pense que c'est une bonne chose et voilà, ça permet d'avoir un lien entre des associés et des collaborateurs qui sont la force vive du cabinet. Ce sont les premiers qui sont en lien avec les outils, en lien avec les clients avant l'expert comptable, je dirais même au quotidien, plutôt nos collaborateurs qui sont sollicités. Et donc, c'est important de garder un lien avec eux et des parcours comme le mien, je pense, permettent ça. Top. Bah écoute, merci pour ça. Ça, c'est ce que j'avais pu aussi observer. Juste avant que je te pose une question sur bah, justement comment vous organisez en termes de déploiement des outils avec les collaborateurs, est-ce que de manière assez factuelle, tu pourrais nous présenter les outils assez rapidement que vous utilisez dans le cabinet, Mhm. que ce soit en interne avec les outils de production, que ce soit la paye, voilà, la production comptable, Mhm. ou en externe avec les clients, et Mhm. potentiellement donner des conseils aux confrères sur Mhm. les outils Mhm. qui te semblent adaptés, quoi. Ça N'hésite marche. pas à faire de la pub pour iPad, bien sûr. Ça marche, pas de souci. Donc effectivement, moi, quand je suis arrivé chez Safigec, on était sur le logiciel Quadratus, logiciel qu'on a gardé jusque 2015, mais on était partenaire et en tout cas, on était sur Quadratus depuis une quinzaine d'années. Il y a eu un changement d'orientation au sein du cabinet, alors qui a été concrétisé en 2015, mais qui était déjà une stratégie voulue depuis plusieurs années, de trouver un logiciel comptable qui puisse mêler voilà, quelque chose d'assez complet en termes techniques, comptables, pour pouvoir télétransmettre et avoir vraiment les bonnes choses, ce qu'on retrouvait dans Quadratus, et avoir du collaboratif et des échanges qui soient performants avec nos clients. Donc, on s'est orienté sur la solution Agiris, qui à l'époque était, en tout cas, un logiciel plutôt orienté sur la comptabilité des bénéfices agricoles, donc les comptabilités agricoles, ce qui n'est pas notre cas, mais qui cherchait des cabinets un petit peu comme le nôtre pour développer une solution pour de la comptabilité plutôt généraliste et portée sur les besoins clients. Donc, c'est ce qu'on a mis en place en 2015. À la suite de ça, bah, voilà, on a pu tester les différents outils collaboratifs qui ont été développés par Vagiris. Et on s'est rendu compte au fil des mois et des années qu'ils répondaient à certains besoins et à certaines attentes de nos clients, mais qui ne répondaient pas à toutes les attentes. Pourquoi? Parce que Agiris a une vision très comptable des choses qui fonctionne très bien pour nos collaborateurs, qui fonctionne très bien pour moi. Par contre, quand on donnait des accès à nos clients, c'est très très simple à faire et voilà, ils peuvent avoir accès, mais c'est quelque chose qui leur parlait pas vraiment. Avoir un client qui ne connaît pas grand-chose à la comptabilité, qui va consulter des balances, des grands livres pour retrouver des informations, bah, il va vite être perdu. Même en les formant et en leur expliquant un petit peu les choses, on se rendait compte par expérience qu'ils se connectaient une fois, deux fois, peut-être trois, et qu'après ces accès-là, bah, ils étaient un petit peu perdus.
Alors, je dis pas que c'est des solutions qu'il faut pas utiliser, mais qui correspondent à une certaine typologie de clients. Voilà, aujourd'hui, si on a des DAF, si on a des dossiers qui ont des comptables internes, ça peut être une solution de leur présenter cette interface-là et ces outils collaboratifs-là. En tout cas, nous, on a une partie de notre clientèle qui ne correspondait pas à ces attentes-là. C'est pourquoi on a recherché des outils un petit peu plus collaboratifs, mais avec une vision qui correspondait à celle de l'entrepreneur et les attentes de nos clients plutôt qu'à des attentes purement comptables. Et donc, il y a environ 3 ans et demi, 4 ans, l'un de mes associés a rencontré iPedzat et on a décidé d'avancer avec iPedzat parce que on a trouvé, par rapport à nos attentes, un logiciel et en tout cas un outil qui a un visuel orienté entrepreneur et qui a une philosophie, en tout cas, qui répondait et qui répond encore aujourd'hui aux attentes de la plupart de nos clients qu'on avait identifiés sur ce créneau-là, qui est en attente de différentes informations avec un délai très très rapide. Voilà, le but, c'est d'avoir du temps réel et d'avoir des informations faciles à trouver et qui correspondent pas à un visuel purement comptable. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille avec iPedzat. On a développé nous aussi en interne une solution qui s'appelle Gest4You, plutôt pour des comptabilités de trésorerie. iPedzat, nous en tout cas, on l'utilise plutôt sur des comptabilités d'engagement et notre logiciel plutôt sur de la comptabilité de trésorerie. Et après, sinon, on utilise comme beaucoup de cabinets, bah voilà, pas mal d'autres logiciels en ligne ou en tout cas des logiciels par rapport à la paye. On est sur Silae, voilà, qui est utilisé par un très grand nombre de cabinets. Euh, on utilise aussi la suite EIC pour tout ce qui est prévisionnel ou déclaration de revenus. Donc ça, ce sont des logiciels qui sont directement liés à notre interface Agiris. Donc le but, c'est d'avoir des logiciels, et notamment iPedzat, qui vient communiquer avec notre interface comptable principale, qui reste Agiris pour tout ce qui est télédéclaration et réalisation des opérations d'inventaire jusqu'au bilan. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci pour ce petit panorama assez clair. Je reviendrai sur ce que tu disais avant sur le fait que tu proposais certains outils, donc notamment ceux qui étaient très comptables à certains clients. Donc ça, Mmh. j'aimerais bien te poser des questions là-dessus. Mmh. Mais avant de parler des clients, j'aimerais qu'on commence par les collaborateurs, Ouais. puisque voilà, donc ça, euh, on connaît le cliché du collaborateur qui est réfractaire au Mmh. changement à chaque fois qu'on lui propose quelque chose de nouveau que le collaborateur le refuse. Mmh. Malheureusement, c'est pas toujours un cliché. Parfois, ça se vérifie. Mmh. Moi, ma question, c'est chez Safigec, quel discours vous employez pour les impliquer, pour leur faire comprendre à ces collaborateurs qu'on ne va pas les remplacer. Mmh. Comment est-ce que vous faites pour les motiver, pour leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt d'utiliser l'outil, et au contraire, Mmh. est-ce que tu as des choses selon toi qu'il faut un discours à pas employer avec un collaborateur? Ça marche. Bah, c'est vrai que nous, on a eu ce cas de figure-là, ça c'est sûr. Surtout qu'on a enchaîné, je dirais, deux migrations. La première entre Quadratus et Agiris. Et ensuite, bah, on avait parlé des outils Agiris à nos collaborateurs. Et finalement, on est revenu vers eux 2, 3 ans après en leur disant bah, on a iPedzat qu'on va pouvoir plugger aussi et qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ça a fait deux changements assez significatifs dans notre organisation en très peu de temps. Alors, c'est vrai qu'on peut se heurter à, voilà, comme pour tout changement, bah, le collaborateur qui va dire c'était mieux avant, ou en tout cas qui va être un petit peu réfractaire à tout ça. Euh, Nous, on a essayé en tout cas d'être assez pédagogue. Le but par rapport à ça, c'était déjà en lien avec iPedzat, hein, c'était d'expliquer la philosophie de l'outil et du logiciel. Alors, c'est quelque chose qui me parle bien parce que moi, dans ma première expérience professionnelle, quand j'ai fait un stage, on était au tout début de la digitalisation
et on présentait Ebix. Et je me rappelle que voilà, c'est une remontée bancaire qui automatise la remontée de la banque. Je pense que vous connaissez tous. Et je me rappelle que le présentateur de ça dans le cabinet où j'étais a présenté l'outil en disant bah voilà, vous allez gagner du temps et vous n'aurez plus besoin de saisir la banque. Mais il présentait que cet avantage-là. Et je me rappelle qu'à la sortie de la réunion, plusieurs collaborateurs étaient un peu remontés. Ils avaient l'impression de se faire piquer leur travail. Voilà. Et on pouvait les comprendre, la manière dont c'était présenté. Alors moi, j'étais pas trop dans cette optique-là parce que je me disais chouette, je pourrais passer moins de temps à faire quelque chose qui ne m'intéresse pas pour pouvoir faire autre chose. Et je pense que c'est clairement là où il faut aller dans le discours. Aujourd'hui, des outils d'automatisation comme iPadzat font gagner du temps aux collaborateurs sur une partie de leur travail qui, voilà, très majoritairement en tout cas, ne les intéresse pas. Saisir manuellement des petits tickets, des petites facturettes, ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, même pour eux, même si ça faisait partie de leur travail avant. Aujourd'hui, c'est pas une compétence qui les valorise. Et en tout cas, nous, on le perçoit comme ça et c'est le discours qu'on emploie auprès de nos collaborateurs. Aujourd'hui, on leur explique la philosophie de l'outil, on les forme sur l'outil. Euh, on vérifie aussi dans le temps que l'exploitation de l'outil est la bonne, mais c'est pas suffisant, je dirais. Il faut aussi leur proposer d'autres missions. C'est un peu ce qu'on fait au sein de notre cabinet, de les former au-delà, comme ils ont du temps gagné sur ces missions qui, à notre sens, n'ont pas de valeur ajoutée pour eux. Bah, c'est de pouvoir les former sur des missions qui ont des plus hautes valeurs ajoutées. Parfois, les collaborateurs ont les compétences mais n'ont pas le temps de le faire. Parfois, malheureusement, ils ont peut-être moins les compétences. Et c'est aussi notre rôle d'employeur de les accompagner et de les former sur du prévisionnel de trésorerie, sur du conseil en optimisation fiscale. Voilà. Mais en tout cas, cette digitalisation-là, ça, je dirais, le but n'est pas de ne plus avoir besoin de nos collaborateurs, mais d'en avoir besoin autrement et d'accroître leurs compétences sur des domaines qu'ils n'exploitent pas encore ou qu'ils exploitent encore trop peu. Donc du coup, tu parles de ces missions. Donc tu disais prévisionnel de trésorerie, par exemple. Mmh. Donc ça, je sais que c'est un des points, parce que comme tu le Mmh. disais, avant toute chose, c'est un problème de management. Et je sais que le problème parfois, c'est que certains bah, experts comptables se disent bah, sur quel type de mission et comment je vais les faire évoluer. Donc, est-ce que tu peux donner quelques types de missions selon toi où bah, il faut plus aller, quoi. On va remplacer la saisie par, donc tu donnais par exemple le prévisionnel. Est-ce que tu as Mmh. d'autres exemples? Bah, je disais prévisionnel de trésorerie, mais ça peut être aussi établissement d'un budget prévisionnel que l'on suit en comparatif à l'année avec des tableaux de bord. Aujourd'hui, à mon sens, en tout cas, ça n'a plus d'intérêt pour le client d'avoir un point une fois par an et de le voir une fois par an. On lui rend un bilan 2, 3 mois après sa date de clôture. Bah, je dirais que le travail est déjà fait. Et si on n'a pas pu intervenir en amont, en tout cas, pour nous, ça n'a plus trop de sens de travailler comme ça. Donc, proposer des tableaux de bord, proposer de faire des différents indicateurs. Ça va permettre d'anticiper aussi les besoins et les différentes demandes que pourrait avoir le client et sortir du traitement purement basique de l'information comptable, mais justement de se servir de cette information-là pour voir un petit peu plus loin, voir pourquoi le taux de marge se délite, pourquoi au contraire, bah, on arrive à avoir une meilleure rentabilité. Donc ça peut être l'occasion de mettre en place une comptabilité analytique, de voir un petit peu en termes de masse salariale comment optimiser les choses. Mais en tout cas, ça libère du temps pour ces missions-là qui ont, à notre sens, plus de valeur ajoutée pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos clients. On en parlera peut-être après, je Ouais. pense. Mais en tout cas, ça, c'est assez important. Et aujourd'hui, comme je disais, bah, les collaborateurs, il y en a qui ont les compétences, il y en a qui les ont moins. Et c'est important de les former. Et nous,
on a lancé là ce mois-ci justement une université d'entreprise qui voilà une académie comme on dit chez nous qui permet d'avoir des cursus de formation de nos collaborateurs justement pour qu'ils puissent être à l'aise sur ce genre de mission parce que le niveau de compétence n'est pas le même pour tous. D'accord, bah, c'est exactement ça que j'allais te demander là quand tu me parlais de formation. C'est un mot qui revient tout le temps, c'est formation, formation, il faut former les collaborateurs, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, toi, tu m'as donné déjà un peu la réponse, c'est tu me disais, vous avez créé une université en interne. Bon, certains cabinets ont peut-être moins de ressources ils Mhm. sont plus petits, Oui, oui. mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour les former, ces collaborateurs? Est-ce qu'il faut leur payer des formations enfin, en dehors du travail? Est-ce qu'il faut mettre en place des petites universités enfin, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Bah, moi, je pense que c'est essentiel et c'est la responsabilité aussi du cabinet de former ses collaborateurs. On en parlera peut-être après, mais à mon sens, les missions de demain pour les cabinets d'expertise comptable ne sont pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est aussi, voilà, c'est un travail d'équipe. Et donc, c'est aussi au cabinet d'amener ces collaborateurs-là à développer d'autres compétences. Quand on a un nouveau collaborateur qui sort de l'école, on n'a pas grand-chose à lui apprendre sur la saisie des factures, voilà, sur faire une liasse à la limite. Mais ça, c'est des choses et cette technique comptable-là, euh, elle arrive assez vite. C'est des compétences autres et effectivement, je pense que des formations euh, ça permet voilà, de développer des compétences. Alors effectivement, faut pas se le gâcher, c'est un investissement. Pour le cabinet, c'est un investissement en temps, ça peut être un investissement financier parce que on n'a pas toujours les ressources en interne, en tout cas, enfin nous, on n'a pas toutes les ressources en interne pour former nos collaborateurs sur tous les points. Donc c'est vrai qu'on fait appel à des intervenants extérieurs et ça prend du temps sur le travail aussi, mais je pense que c'est un investissement qui est du gagnant-gagnant parce qu'on est sur un secteur aussi d'activité, on le sait tous, où c'est difficile pour les cabinets de recruter, d'être attractifs. Et donc aujourd'hui, proposer à ses collaborateurs de monter en compétence au sein de son cabinet, ça me semble être un bon argument aussi pour se démarquer d'autres cabinets. Ah bah justement, c'était une des questions ouais, que je voulais. Bah déjà, par rapport à ce que tu venais de dire, donc tu es en train de me dire que vous passez par des prestataires externes. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux conseiller, de passer par des prestataires de formation, bah voilà, des boîtes qui font ça? Oui, nous en fait, on fait vraiment un mix entre les compétences qu'on peut avoir en interne pour former et quand on se sent peut-être un petit peu moins légitime ou compétent, on fait appel à des organismes extérieurs pour former sur tel ou tel point technique qui permet de progresser. Donc oui, c'est vraiment un mixte aujourd'hui que l'on fait et que l'on a mis dans notre académie. T'as une pub à faire, je sais pas, un organisme que tu conseilles Alors j'avoue que c'est pas moi qui suis en charge en Ah, direct ok. de ces formations-là. Moi, je fais quelques formations en interne, notamment sur des outils comme iPedsat et d'autres. D'accord. Mais c'est pas moi qui fais appel aux autres organismes, donc je pourrais pas te donner de nom malheureusement. Ça marche. Ah, malheureusement pour eux, enfin moi je touche pas de Ouais. commission, donc Ouais. pour revenir sur le point que tu as évoqué à la toute fin, tu disais, qu'il y avait un problème de turnover et que c'était un argument. Bah, c'était justement ce qu'on t'a demandé. Est-ce que c'est quelque chose, le digital, que vous utilisez comme un argument pour recruter ou même pour garder les collaborateurs? Mhm. Et comment vous le formulez ça, justement? Bah, c'est vrai que nous, pour recruter, enfin voilà, je pense qu'on est tous un petit peu face aux mêmes problématiques. Quand on cherche un collaborateur, bah, on va rencontrer des candidats qui voient 3, 4 ou 5 autres cabinets. Aujourd'hui, on peut pas se démarquer tous sur la rémunération, sinon bah voilà, on devient vite des cabinets tous qui ne sont pas rentables. Donc le but, c'est aussi de trouver d'autres moyens et d'autres manières de satisfaire nos collaborateurs. Et à mon sens, nous, en tout cas, on essaye d'en proposer deux. Donc le fait
de sortir un peu des missions traditionnelles et qui sont un peu barbantes pour les collaborateurs, et en face de ça, leur proposer de monter en compétences. Donc ça, aussi bien pour un nouveau collaborateur qu'on va voir dans un entretien, on en a recruté une personne au mois de septembre, clairement, en discutant avec elle, ce qui a fait la différence, c'était pas la rémunération, ça a été d'avoir un cabinet dynamique et un cabinet qui a une vision, en tout cas, de ces outils-là qui lui semblaient plus modernes. Euh, et la personne se sentait, en tout cas, pouvoir exploiter son potentiel et changer un petit peu de son quotidien, de ce qu'elle avait dans ses anciennes expériences. Mais je dirais que ça passe aussi, et je pense à terme, ça passera par recruter aussi d'autres profils, peut-être des profils de collaborateurs qui sont un petit peu moins comptables entre guillemets, et qui ont fait peut-être des écoles de commerce ou qui ont une vision autre en tout cas des choses. Alors on recrute déjà des personnes qui ont fait des écoles de commerce, spécialité comptabilité, et je pense que ça sera des profils qu'on retrouvera de plus en plus souvent au sein des cabinets, et qui ont des compétences peut-être autres, peut-être un petit peu moins purement comptable et un petit peu plus ouvert sur les autres missions que l'on développe. Ok, alors ça, de toute façon, ce sera même, ouais, je me suis noté que ce sera la question de fin, justement, de savoir D'accord. le profil, donc je pourrais y Mmh. revenir. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'organisation, vous, que vous avez mis en place? Je sais que vous avez mis des chefs d'équipe, je crois. Mmh. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que c'est une organisation qui est totalement décentralisée dans le cabinet? Est-ce que vous avez mis des chefs d'équipe? Est-ce que c'est un chef d'équipe par outil ou un chef d'équipe digitalisation? Enfin, est-ce que tu peux nous détailler? Effectivement, nous, on a une organisation qui nécessite d'avoir par site un chef d'équipe ou nous on appelle ça un référent par outil, qui est souvent un collaborateur qui a utilisé le logiciel. Donc, pour revenir un peu dans l'ordre, nous, très concrètement, quand on met en place un nouvel outil, déjà, on forme les collaborateurs. En général, plutôt, c'est du présentiel sur chaque site, Ok. où il y a un associé qui vient pour présenter la solution, souvent accompagné, comme on a pu faire pour iPadZ, de quelqu'un des équipes du logiciel pour expliquer un petit peu plus en détail les choses. Donc l'associé est plutôt là pour présenter la philosophie et ce qu'il attend d'utilisation de l'outil auprès des collaborateurs, et la partie technique est plus présentée par les équipes. Et après, une fois que l'outil est mis en place, on va mettre un référent par site qui est toujours, je dirais, rattaché à l'associé qui est en charge de ce dossier-là. Par exemple, pour iPadat, je suis l'associé en charge de ce dossier-là, donc je communique avec des réunions assez régulières aux responsables collaborateurs de chaque site, Ok. qui remontent, je dirais, les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer, les différents points à améliorer ou pas, ou les différentes choses. On ne peut pas être partout, mais le but, c'est de centraliser un peu cette information-là qui vient de différents sites. Et c'est par exemple, sur les 200 là, vous avez un référent pour combien de collaborateurs? Et déjà, et comment vous choisissez les référents, en fait? Est-ce que c'est Mhm. quelqu'un qui naturellement a plus un attrait vers le digital? Enfin, est-ce que hiérarchiquement, il a déjà un poste, on va dire un petit peu plus important? Comment est-ce qu'ils sont choisis? Alors, à la base, on pensait effectivement que ça allait être des collaborateurs qui ont un poste un peu plus important, des chefs de mission ou voilà, enfin des collaborateurs avec un peu d'expérience. On s'est rendu compte que c'était vrai pour certains, mais pour d'autres, c'était pas leur truc. Et en fait, le but, c'est de trouver des collaborateurs qui, même s'ils sont assistants aujourd'hui, bah voilà, sur certains sites, on a des collaborateurs qui sont assistants, donc pas chefs de mission, mais qui sont quand même référents au sein de leur site, de l'outil, et qui sont en communication directe avec l'associé par rapport à cette utilisation. Donc, je dirais qu'on choisit par rapport, déjà on regarde les collaborateurs qui ont fait des efforts de passer le plus de dossiers sur l'interface ou non, Ok. et aussi les collaborateurs qui se sentent à l'aise, qui exploitent bien l'outil. C'est sûr qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui
qui est pas à fond dans la solution ou qui se débrouille pas très bien, qui l'optimise pas bien, d'être référent auprès de ses collègues. Ok. Mais le but, c'est quand même d'avoir quelqu'un déjà qui soit du même niveau hiérarchique à peu près de ses collègues, donc que ça soit pas un associé, et Ok. qui soit voilà, qui permet de communiquer entre guillemets d'égal à égal, et au moins ils ont les mêmes problématiques exactement. Il va retrouver les mêmes problématiques que ses collègues, et donc les échanges sont assez fluides. Ok. Et est-ce que du coup vous laissez libre sur le choix et sur le fait d'utiliser ou non les outils, ou au contraire est-ce que vous êtes plutôt directif sur la mise en place? Là, je parle pas du suivi, mais je parle du Mhm. démarrage. Est-ce que vous dites bon bah voilà, les amis, c'est comme ça, on va utiliser cette solution avec tant de clients. Voilà, comment vous faites? Alors, je dirais qu'on le fait quand même en douceur. Le fait d'être directif, il faut en avoir un petit peu. Enfin, il faut quand même être moteur, mais après, on peut pas non plus tout imposer de A à Z. Je dirais que déjà, ça vient d'une communication globale du cabinet pour faire passer le message. Et après, chaque associé dans ses équipes juge voilà, de ce qui pourrait être mis sur telle ou telle solution et de l'organisation de ces dossiers. Donc ça passe par une connaissance de ces dossiers et une communication avec ses équipes et ses collaborateurs. Nous, par exemple, là, l'exemple que je connais le mieux, ça va être sur Lille, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui correspondent à la typologie de clients qui peuvent être passés sur iPadsat. Mhm. On a mis quasiment tous nos nouveaux clients qui sont des créateurs d'entreprises sur la solution. Et on en a passé énormément en début de période fiscale, d'ailleurs, sur un timing qui a un peu étonné nos collaborateurs, mais qui nous a semblé opportun pour voilà, se dire bah, voilà, finalement, on va vous prouver, à vous, collaborateurs, que vous gagnez du temps sur une période où vous n'avez pas de temps à perdre. Euh, et donc, le fait d'être exemple, je pense qu'il faut forcer, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on a demandé, on force à chacun de mettre deux, trois dossiers sur la solution pour que le collaborateur puisse l'appréhender à son rythme, tranquillement, voir un petit peu les avantages qu'il peut en avoir, se poser les bonnes questions sur l'outil sans trop de pression et sans qu'on change 100% de ses habitudes de travail. Et on voit qu'une fois que ces deux, trois dossiers-là sont acquis et cette méthode de travail-là commence à être assimilée par le collaborateur, bah, naturellement, ça va évoluer. Et le collaborateur de lui-même va pouvoir proposer, enfin en tout cas nous on laisse une certaine liberté à nos collaborateurs, après de dire bah ok je vais pouvoir mettre tel ou tel client sur la solution. Ok. Et derrière, en termes de suivi, puisque là, donc tu parlais de mettre la solution, Mm. mais derrière, ça suffit pas, puisque moi, j'ai eu la mauvaise expérience parfois de voir des cabinets qui bah, déploient un peu l'outil, et puis après, il n'y a pas de suivi, et puis après, Mm. bon, bah, ils se disent, bon, et surtout que parfois, certains collaborateurs ont la mauvaise habitude de dire, bon, bah, ça marche pas dès qu'il y a un petit bug. Et Mm. comment est-ce que vous faites, vous, pour suivre? Est-ce que c'est mensuel, quotidien, suivre que Mm. c'est bien utilisé et Mm. utilisé? Bah, c'est vrai que en termes de suivi, là, c'est important de suivre les choses parce que il y a la formation initiale, il y a des référents sur place qui répondent aux questions chez nous, mais je dirais que l'outil, s'il est mal utilisé à la base par le collaborateur, bah, c'est sûr qu'il va pas s'y retrouver. On lui promet, entre guillemets, de gagner du temps sur des missions qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui va pouvoir se libérer pour faire du conseil, des tableaux de bord, des prévisionnels. Si finalement, bah, il ne gagne pas de temps, on est à peu près sûr que voilà, s'il utilise mal l'outil qui ne gagne pas de temps, bah, on est sûr qu'il va pas avoir un bon a priori sur la solution et qu'il va pas l'exploiter sur ces différents dossiers. Et là, on aura perdu un petit peu l'intérêt de l'outil. Donc c'est vrai que pour ma part, en tout cas, en fonction des retours que j'ai, parce que comme je le disais, j'ai des liens avec voilà avec les référents sur site pour l'outil iPadsat, bah, je fais le lien et on va dire que une fois par trimestre, en tout cas, moi je fais le point avec les collaborateurs des dossiers qu'ils ont passés
et on regarde un petit peu leur usage et c'est important de dire bah là peut-être que l'usage que tu fais de ce dossier-là va pas dans la bonne direction et qu'il faudrait exploiter comme ça et on refait le point le trimestre suivant voir si c'est mieux et on se rend compte qu'en ayant ce suivi-là bah, le collaborateur se sent pas perdu derrière la solution qu'on aurait pu, en tout cas qui pourrait se sentir être imposée, mais au contraire qu'il est accompagné pour que cette solution-là lui serve vraiment sur le long terme. Et ça, enfin, du coup, par expérience, est-ce que par trimestre, tu trouves tu trouves que c'est une bonne fréquence ou pas du coup? Bah, moi, je pense que c'est une bonne fréquence. On avait pour ambition peut-être de le faire un petit peu plus, avec une fréquence un petit peu plus réduite, enfin vraiment presque tous les mois, mais ça prend un petit peu trop de temps et il faut le temps aussi pour le collaborateur de, voilà, si il sait que son expert comptable va voir tous les mois la manière dont il a traité le dossier en détail, il va se sentir entre guillemets fliqué et Mmh. ça peut être contre-productif aussi. Enfin, en tout cas, c'est la philosophie qu'on a nous ici, c'est de laisser les gens développer les choses et nos OK, collaborateurs se développer sur l'outil avec des points réguliers, mais pas non plus trop fréquents. d'accord. Après, si on attend aussi un an, bah, Ouais, si on attend trop longtemps, c'est pas bon non plus parce que, comme je le disais, dans ces cas-là, et on a pu déjà le voir sur certains sites où peut-être que le suivi n'a pas été aussi performant, en tout cas aussi régulier. On s'est rendu compte, par exemple, sur notre site de Grenoble, qu'au début, on passait pas beaucoup de dossiers. En fait, les collaborateurs étaient peut-être avec un usage qui n'était pas forcément le bon. Et donc, on a rectifié un petit peu les choses. Et aujourd'hui, ça se développe mieux. Mais ça nécessite un suivi. C'est pas magique, je dirais. Et la solution va pas s'ouvrir du jour au lendemain en disant, bah voilà, on a trouvé quelque chose de fantastique qui nous permet d'économiser du temps. Voilà, ça demande un travail quand même. OK, et vous faites des comptes rendus, enfin, je veux dire, à l'écrit ou tout est oral en général, dans vos comptes rendus trimestriels? Bah, je dirais que c'est assez personnalisé avec le collaborateur, donc c'est pas forcément écrit. OK, Après, le collaborateur, lui, prend des notes. Et moi, en tout cas, personnellement, je prends aussi quelques notes que je garde. Et ensuite, bah voilà, comme ça me permet de savoir un petit peu quel point d'évolution on avait sur tel ou tel usage OK, pour savoir si 3 mois après, on a effectivement des évolutions qui vont dans le bon sens ou pas. OK, ça marche. Écoute, merci. Dernière question sur les collaborateurs, et puis après je vais te poser des questions, surtout sur le déploiement avec les clients. Mais du coup, elle est liée aux clients. Bah, Mmh. c'est le fait que bien souvent, et toi tu le sais, tu es bien placé pour le savoir, quand tu proposes la solution à un client, un outil à un client, que ce soit Mmh. iPadDat ou un autre, Mmh. ça peut arriver qu'il y ait de la résistance, puisque bah, il Mmh. y a des gens qui sont réfractaires au changement. Mmh. Et donc pour autant, des fois, il faut dire, bon, bah, en fait, non, vous pensez que c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et en fait, il Mmh. faut un peu challenger le client. Et donc ça demande d'avoir un profil, un Mmh. minimum commercial. Et Mmh. sauf que bien souvent, les collaborateurs n'ont pas ce Mmh. profil, ou ne veulent pas l'avoir. Mmh. Mmh. Heu, est-ce que vous avez des choses en interne, peut-être, je sais pas, une trame en interne? Je crois que vous avez un intranet, Mmh. pour que les collaborateurs, ils aient ils puissent se transformer en Mmh. commerciaux, d'outils, quoi, Mmh. qui est leur rôle aujourd'hui, Effectivement, c'est vrai que comme je le disais, bah, le collaborateur, c'est le premier qui va avoir le contact avec le client et je pense que c'est aussi lui, en tant que collaborateur, qui va le plus pouvoir détecter les besoins du client parce qu'il échange au quotidien avec lui. Donc c'est aussi le premier commercial du cabinet et le premier qui peut proposer le passage sur tel outil qui permet d'optimiser la mission. Donc effectivement, nous, on a des fiches en interne qui permettent, je dirais, de synthétiser sous forme de plaquettes, bah, qui synthétise un petit peu le discours du cabinet et la philosophie de tel ou tel outil, fiche que le collaborateur peut transmettre aussi au client.
qui permet d'avoir une communication uniforme pour les collaborateurs. Ils savent un petit peu où ils vont par rapport à ça. Effectivement. Mais c'est vrai que la partie commerciale, il y a des collaborateurs qui sont à l'aise, d'autres qui le sont moins. J'ai déjà parlé de de la formation, mais c'est aussi sur ces compétences-là et sur des compétences autres que la comptabilité que l'on forme aujourd'hui nos collaborateurs. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui ne peut pas être fait par tous les collaborateurs de base sans avoir de formation où c'est exercé. Euh, Du coup, ça fait partie de votre coaching, ça, enfin de vos formations, quoi. ouais, Ok, comme en fait, on développe aussi ce qu'on appelle les soft skills, donc ouais, les savoir-être. compétences plus comportementales et organisationnelles. Donc, ça peut être la gestion commerciale, comme l'organisation de son temps ou la gestion du stress aussi. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses que l'on développe. Ok, bah voilà, c'est marrant, enfin, ça correspond pas au cliché du collaborateur. Et si je voyais marqué formation collaborateur, j'aurais pas une idée que ce serait, il y aurait une idée, bah, comment apprendre à vendre un outil, quoi. Mm. Comme quoi ça change. Du coup, maintenant, on a parlé des collaborateurs. Maintenant, deuxième, euh, deuxième obstacle qui peut arriver, c'est convaincre les clients. Ouais. Bah, déjà, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que vous adaptiez les outils, ma première question, c'était est-ce que vous aviez en général un même outil pour tous les clients ou est-ce Mm. qu'au contraire, vous vous adaptez? Et si vous vous adaptez, ce que j'ai l'impression qui est le cas, c'est Mm. quoi les critères que vous prenez pour prendre un outil plutôt que l'autre? Est-ce que c'est plutôt l'âge, puis la taille de Mm. l'entreprise, plutôt Mm. la personnalité, est-ce qu'il a Mm. un attrait pour le digital ou non? Mm. Voilà. Alors, effectivement, on n'utilise pas de manière standardisée tel outil. Au début, on essaye d'élargir la palette des outils à notre disposition pour répondre à chacune des demandes que l'on pourrait avoir et à chaque typologie de client. Donc, c'est vrai qu'on a eu un grand chantier aussi au sein du cabinet, c'est de mettre en place une segmentation de nos clients alors qui reste souple, hein, mais sous forme d'arbre de décision aussi, avec quelques ramifications, de savoir un petit peu dans quelle direction, par rapport au profil du client, quel outil on pourrait lui proposer pour que la mission corresponde à ses attentes et qu'elle ait du sens au sein de notre cabinet aussi. Donc voilà, il y a différents critères qui permettent de distinguer assez facilement des clients. Ça va être déjà si c'est une comptabilité de trésorerie, une comptabilité d'engagement. Ensuite, ça va être par rapport aux connaissances comptables et la manière dont c'est organisé de manière administrative et comptable le client. Donc, est-ce qu'il a un DAF? Est-ce qu'il a une équipe de comptables en interne ou pas? Donc, sommairement, est-ce que c'est un dossier que nous, on va juste se servir pour la révision ou est-ce qu'on va faire la tenue du dossier? Ça fait partie des points différenciants. Ensuite, bah, il y a aussi la différenciation des clients entre ce que le client souhaite accorder comme temps à la tenue de sa comptabilité, à l'appétence sur les différents outils qu'il pourrait avoir, est-ce qu'il est à l'aise avec l'informatique ou pas. Il y a aussi les secteurs d'activité. Il y a certains secteurs d'activité qui se prêtent plus à la digitalisation que d'autres. Euh, on a différents critères, je dirais, qui nous permettent en tout cas d'avoir une indication. Mais je dirais que c'est pas une vérité absolue et que voilà, va être juste une segmentation que l'on a fait nous sur les dossiers existants et que l'on fait quand on rentre un nouveau dossier qui va nous permettre de nous aider, mais c'est pas un cadre rigide non plus. Ok, et du coup, là, s'il y a des experts comptables qui nous regardent et bah, qui ont pour l'instant vraiment pas mis en place d'outils, parce qu'il y en a, hein, enfin je veux dire en plus des outils de production, euh, selon toi, c'est quoi le profil le premier profil du client pour mettre en place un outil? C'est-à-dire si tu te dis bon bah je vais pas commencer par mettre tout mon cabinet d'un coup, je vais d'abord commencer par tel type de client qui va être le moins compliqué, on va dire. Selon toi, c'est lequel, ce type de client?
Bah, c'est sûr que sur les outils qui concernent la digitalisation, nous, on a clairement commencé entre guillemets par la facilité et on a passé des clients qui sont à l'aise avec les outils informatiques. Donc, c'est des prestataires informatiques, ça va être des structures peut-être au début en tout cas qu'on a passé qui sont un petit peu plus simples à gérer. Euh, Déjà, pour nous, en interne, c'était plus simple de commencer par des clients qui peuvent être à l'aise et nous faire un retour sur l'outil. Et pour nous, ce sont des comptabilités qui sont un peu plus simples à gérer. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait monter en taille de structure. Voilà, même si au début, on commence par du simple. Et on peut aussi diversifier auprès de clients qui sont pas du tout dans le digital et qui sont pas du tout à l'aise avec les outils informatiques. Je pourrais prendre un exemple. Sur notre ancien outil Quadratus, on avait un logiciel voilà, qui ressemble un peu à ce qu'on a sur Vagiris collaboratif, où le client saisit ses factures avec des vrais comptes comptables, etc. Donc un travail collaboratif du client avec une vision très comptable. Nous, on n'était pas forcément satisfait de cette organisation-là parce que le client croyait avoir de bonnes connaissances comptables mais se trompait assez souvent. Donc, ça nous demandait un gros travail de retraitement. Donc, on a décidé de le passer sur iPadsat. Sauf que pour le client, très honnêtement, la première fois qu'on lui a montré la solution, c'était même une problématique de scanner une facture. Donc, on partait, je dirais, quasiment du niveau zéro en termes d'appétence informatique. Le client a peut-être râlé au début, 2, 3 mois. Finalement, il s'est rendu compte de son intérêt et je dirais que le peu qu'on lui demandait en termes informatiques à faire, bah, il s'est pris en main parce qu'il s'est rendu compte assez vite de l'intérêt qu'il pouvait avoir dans la solution. Donc je dirais qu'il faut visualiser la solution qu'on propose au client en fonction de ses besoins plutôt qu'en fonction de ses compétences aussi. Donc si le client va avoir un besoin précis, il faut orienter la solution qui va répondre le plus possible à ce besoin-là. Avant d'avoir les besoins du cabinet, ou voilà, je pense que c'est le D'accord. besoin du client qui prime pour le choix de l'outil qu'on va utiliser. Bah, justement, bah, je voulais revenir juste après sur le côté comment vous gérez vous les clients un peu traditionnels qui veulent pas changer? Mmh. Mais déjà, juste avant de parler seulement de ces Mmh. traditionnels, on a parlé du fait de pouvoir, s'adapter, et de proposer aux outils justement aux clients pardon des outils selon leurs besoins. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le discours vous que vous employez justement? Imaginons que je suis un client, je viens chez Safigec, bah, Mmh. comment est-ce que tu me le vends? Est-ce que tu le Mmh. vends d'une manière différente selon le client? En général, c'est quoi les arguments? C'est plutôt, bah, vous allez avoir un tableau de bord? Est-ce que c'est vous allez Mmh. plus vous balader avec vos tickets de caisse? Mmh. C'est quoi le discours? Bah, c'est vrai qu'il y a différents arguments en fonction du client. Je vais prendre un exemple. Enfin, là, dernièrement, on a passé un nouveau dossier où le client ne s'en sortait pas avec les notes de frais de ses salariés. Euh, Aujourd'hui, nous, on lui a dit, bah écoutez, on a une solution simple, c'est une application à télécharger sur le smartphone de chacun de vos salariés. Il n'a plus qu'à prendre les photos des frais qu'il a avancés. Vous pouvez valider ces frais-là et ça sort en automatique une note de frais à la fin du mois qui vient se valider. Donc je dirais que là, on peut très concrètement, sur certains points, trouver des solutions et des mises en application assez rapides auprès des clients qui ont ce genre de besoin-là. Après, nous, ce qu'on essaye, c'est au maximum de voilà l'argument pour passer sur des outils digitalisés, c'est surtout la réactivité euh, et le fait de pouvoir communiquer des informations dans un délai de traitement très court et aussi, au-delà que ça soit court, c'est vraiment quelque chose de fiable et presque en temps réel. Ça veut dire que le client, il n'a pas besoin de nous appeler derrière pour savoir si telle ou telle facture est payée, s'il doit relancer tel ou tel client. Il se connecte à son interface et je dirais qu'il a toutes ces informations-là. Pour le peu qu'il sache où chercher, c'est assez fluide et assez simple. Bah, il pourrait avoir ces informations-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est la première problématique de nos clients,
c'est quand on entend certains de nos clients nous dire, bah voilà, moi j'ai un expert comptable. Aujourd'hui, si je veux un tableau de bord, je vais attendre 6 mois pour avoir les informations. Et je dirais que c'est déjà trop tard. Enfin, l'information comptable, elle va avoir du sens uniquement si on peut la donner de manière rapide. Voilà, par exemple, pendant le confinement, le premier confinement ou le second, il a fallu assez vite peut-être trouver et indiquer à nos clients où ils en étaient sur leur plan de marche pour mettre en place les solutions. Et quand les activités sont arrêtées mi-mars, c'est pas au mois de mai, entre guillemets, où il fallait trouver les solutions auprès du client qui allait reprendre son activité à ce moment-là. C'était vraiment avoir de la réactivité. Donc je Ok. dirais que ça, c'est vraiment le critère principal. Et après, effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, le fait de se dire, bah voilà, on se balade pas avec un amont de facture, là, entre guillemets, nous, ce qu'on appelle dans les cabinets comptables la boîte à chaussures, Classique. voilà, qui plaît pas du tout au cabinet, mais finalement, le client, bon, il y en a de rares exceptions qui s'en fichent, mais je pense que le client est jamais très très fier de rapporter non plus sa boîte à chaussures à la fin de l'année, et donc c'est plus valorisant pour lui de se dire, bah voilà, j'ai ma compta qui est tenue, et je vois aussi qui se passe. C'est-à-dire qu'il a la même interface que nous, et quand nous, on fait quelque chose, il le voit. Quand lui fait quelque chose, on le voit aussi. Et la transparence de ce qui se passe dans la tenue de son dossier est aussi importante. Je pense qu'aussi, nos clients sont à la recherche de ça. Peu importe les outils qu'on utilise, on peut leur donner un accès. Et au moins, il y a une certaine transparence entre ce qu'on fait. Hmm. Et voilà, ils sont pas là à se dire, bah voilà, j'ai donné mes éléments. Il y a une déclaration qui est sortie, mais je ne sais pas trop quels sont les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, ils ont les moyens de savoir ce qui s'est passé, et ça donne des relations, en tout cas pour moi, je trouve plus saines avec nos clients. Hmm. Ouais, c'est marrant comme argument. Ouais. Parce que justement, je t'avoue que c'est un argument contraire que j'avais entendu, c'est mes clients vont savoir si on fout rien, quoi. Ce qui est un peu triste. Bah, après, effectivement, ça force à être à jour, et mais bon, je dirais qu'aujourd'hui c'est notre devoir, et je pense que si on s'applique pas à nous-mêmes ce qu'on demande aux clients, d'être réactif et d'être voilà de voilà d'être intéressé par le suivi au jour le jour des informations de nos clients, bah enfin c'est un partenariat ce que l'on fait. Donc, ce qu'on demande aux clients, il faut aussi que nous, on puisse lui apporter. C'est louable, c'est sûr. Du coup, je reviens sur ce que tu disais. Ça c'est un sujet, moi, qui m'intéresse, puisque c'est bien souvent une objection que j'ai et qui m'énerve un peu. Bah, c'est les clients traditionnels. Et on me dit, bah, Mhm. les clients, ils voudront jamais changer, etc. Ce qui, pour moi, j'ai un peu du mal à accepter, puisque pour moi, il y a des choses qui sont utiles pour tout le monde, Mhm. même si j'entends évidemment que c'est Mhm. plus compliqué pour quelqu'un qui est pas hyper habitué à utiliser les outils. Je veux dire, le téléphone portable, c'est Mhm. utile à tout le monde, Internet, c'est utile à tout le monde. Je suis persuadé que c'est pareil pour les outils. Mhm. Vous, comment est-ce que vous les gérez, ces clients? Est-ce que, alors, parfois, j'entends, enfin, il y a deux cas de figure. Allez, on va dire deux grands cas de figure. Soit, on va dire, on accepte de les laisser à l'ancienne, c'est-à-dire, on dit, bon, bah, tous les autres cabinets, on les met sur les outils, mais eux, on veut les garder, et ben, on les laisse avec la boîte à chaussures. Au contraire, ben, on va dire, on recycle sa clientèle, et puis bah, on les vire entre guillemets, quoi. Comment vous les gérez? Comment toi tu conseilles de gérer ces clients? Bah, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu sensible, je dirais, parce qu'on n'a pas envie de se couper de son client non plus, parce que ça nous apporte du chiffre d'affaires, mais après, ça dépend aussi de la stratégie du cabinet, de la volonté d'aller au-delà. Alors, je dis pas qu'on a 100% de réussite, hein, quand on estime qu'un client, bah, son organisation n'est
pas la bonne et qu'on lui propose tel ou tel outil, parfois on s'oppose à des refus. Ça arrive assez rarement par rapport aux arguments qu'on emploie. Mais on va dire que dans 2% des cas, on peut avoir 2-3% des cas. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des clients qui sont complètement réfractaires à tout ça. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a essayé en tout cas de leur proposer une solution, en tout cas qui permet de ne plus avoir ces boîtes à chaussures et en tout cas la tenue tout en papier avec le dépôt chaque mois des éléments. Aujourd'hui, je dirais qu'on en est sorti parce qu'on a quand même réussi un minimum à trouver des outils. Alors, on va vers la simplification extrême de la remise des éléments, mais en tout cas, qu'il ne soit plus une gestion en papier. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ces clients-là, ils ne vont pas dans le sens de la stratégie des cabinets et ils vont pas, je dirais, dans le sens de l'histoire entre guillemets. Voilà, celui qui voulait pas de téléphone portable parce qu'il était très bien avec son téléphone fixe. Je pense qu'au bout de quelques années, il est quand même venu au téléphone portable. Je pense que c'est pareil avec ces clients-là. Ça demande plus de temps et plus de temps pour les former, plus d'explications. Et je pense que si on les passe de manière progressive et en douceur sur des outils, en leur montrant pas toute la palette complète de ce qu'on peut faire avec la digitalisation, mais en commençant par des petits points, peut-être leur dire, bah là, vous pouvez commencer par faire vos factures avec cet outil-là, vous allez voir, vous allez avoir sur la même interface vos factures et vos notes de frais, par exemple, vos factures de vente et vos notes de frais. C'est peut-être une première clé. Après, bah, il va voir qu'on peut remonter la banque, il va voir différentes choses. Donc en douceur, ça peut le faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long. Euh, après, voilà, il y a rarement des clients qui refusent tout aussi, mais ça demande de la pédagogie. Et du coup, en général, ouais, le discours, c'est à peu près le même, quoi. C'est, vous allez avoir notamment les informations en temps réel. Enfin, j'imagine, quoi. C'est aussi ça, quoi. C'est Ouais, et puis on l'idée. essaye aussi de leur parler d'un tout en un où on pourrait communiquer et du coup leur dire bah voilà, aujourd'hui il y a des informations qui peuvent se perdre par rapport au mail, par rapport à ce que vous nous envoyez et donc on n'est pas performant sur votre mission, il y a des risques d'erreur. Euh, et aussi, on peut être honnête aussi avec nos clients. Nous, il y en a plusieurs qui on a employé cet argument-là, c'est les honoraires, quelque chose qui peut être assez sensible aussi. Pour certains, le fait d'utiliser une plateforme digitale ou l'un des outils que l'on propose, ça permet de ne pas augmenter les honoraires ou de ne pas les augmenter dans telle ou telle proportion parce qu'aujourd'hui, le temps de traitement par rapport à l'organisation qu'on a est plus tenable en termes de rentabilité. Donc, je dirais que les honoraires, c'est pas forcément ça qu'il faut mettre en avant en premier, mais pour Ok. certains, ça nous est arrivé en tout cas de dire, bah, aujourd'hui, on a deux solutions. Soit on passe les honoraires de tel niveau à tel autre niveau, euh, soit on vous met sur cette application. Euh, voilà, c'est clairement pas le premier argument qu'on prend, mais Ok. ça peut arriver, on peut aller jusque-là. Voilà, ça peut être le cas. Et c'est ça que je voulais te demander aussi, d'ailleurs, c'était, bah, est-ce que vous les imposez, les outils? Ça vous arrive de dire à un client, c'est ça ou rien? Je sais que j'étais dans un cabinet, euh, enfin, je me suis déplacé dans un cabinet qui me disait que un des arguments qu'il employait avec certains clients, c'était bon, bah, c'est soit on met en place des outils digitaux, soit c'est plus cher. Donc, ce qui est une sorte d'imposer, est-ce que vous, il y a carrément le moyen, enfin, un peu plus dur, ça vous est déjà arrivé de dire, bon, bah, c'est ça ou c'est la porte, quoi. Mm. Bah, non, on le fait pas de manière aussi brute, mais c'est vrai que on a cette philosophie-là. Enfin, pour la petite histoire, nous, on travaille beaucoup avec les stations service. On a une partie du cabinet où les collaborateurs ne travaillent qu'avec des grands groupes type Total ou BP dans la station service.
Et ça nous a montré un exemple, parce que là, ils utilisent des outils imposés par le groupe. Donc, chaque gestionnaire de station va utiliser un outil digitalisé imposé par le groupe. C'est un outil interne développé par Total, par exemple. Et là, je dirais que l'imposition et le fait de devoir utiliser cet outil-là dans un certain délai, et ils ont un timing à respecter pour remonter la banque, les factures d'achat, les factures de vente, bah, ils ont même des pénalités s'ils ne le font pas du jour au lendemain. Donc là, c'est quelque chose qui est imposé à l'extrême parce que Total a les moyens de le faire. Nous, clairement, on ne veut pas rentrer dans cette relation-là avec nos clients parce qu'on n'a pas ce même rôle-là, mais en tout cas, on pourrait imaginer de manière un peu plus allégée de faire ça, mais aujourd'hui, on essaye de pas trop le faire. En tout cas, on essaye de trouver d'autres arguments que celui-là qui serait, je dirais, le dernier argument. Mais effectivement, à terme, je pense que de toute façon, ça va se faire assez naturellement. Si les dossiers ne peuvent pas être tenus de la manière dont le souhaite le cabinet, je pense qu'à terme, bah, il y a une séparation qui va se faire parce que il n'y a pas d'alignement entre le cabinet et le client. Mais je pense que ça ne va pas jouer sur un très grand nombre de dossiers. En tout cas, même nous qui sommes un cabinet un peu ancien, voilà, 1973 pour le site de Lyon. Donc ça fait qu'on a des clients historiques qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. Bah, on peut trouver un dialogue et on peut trouver une solution. Et en tout cas, j'ai rarement entendu que le fait de proposer une solution digitalisée, ça nous a fait perdre un client. Ok. Je vois que ça fait déjà 1 heure, le temps passe vite. J'ai Ouais. encore quand même pas mal de questions. Je pense Mm. que je vais pouvoir toutes te les poser. Mm. Je pense qu'on va faire durer peut-être encore peut-être un quart d'heure. Mm. Euh, alors ouais, tu parlais de la relation avec le client, le fait que vous vouliez la garder. Mm. Justement, question aussi que je sais que pour certains cabinets, trouver la réponse n'est pas évidente. C'est Mm. comment est-ce que vous onboardez les clients? C'est-à-dire, est-ce que l'idée c'est on envoie un mail à tous les clients et puis c'est tout? Est-ce qu'on l'appelle? Est-ce que vous faites une visio? Vous prenez un café avec lui? Vous lui installez l'outil? Comment tu Mm. préconises? Est-ce que tu peux nous donner un petit retour Ah non, d'expérience là-dessus? pour nous, l'outil, on l'installe. Alors, on a fait quelques exceptions pendant les confinements, on faisait que des visios, mais sinon, souvent, l'outil, quand il est mis en place, le client vient ou on se déplace chez lui, mais c'est vraiment un rendez-vous physique sur lequel on prend le temps de montrer les choses, de faire le premier paramétrage. Et je dirais que dans ces rendez-vous-là, on ne se met pas dans notre place de comptable ou de cabinet, on se met à la place du client et on lui montre ce qui, selon nous, va lui servir. Donc, je dirais qu'on analyse l'outil pas avec notre prisme à nous, mais avec le prisme du client. Voilà, on va pas lui montrer l'outil d'import dans notre logiciel purement comptable. Ça aurait pas de sens. Lui, il se fiche de savoir ce qu'on fait, comment on va gérer les informations vers Agiris. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment se fait l'automatisation de sa banque avec ses factures ou des choses comme ça. Donc, c'est plutôt des rendez-vous physiques que l'on fait et où on paramètre les choses et on lui montre l'usage quotidien qu'il peut avoir de l'outil. D'accord, donc vous, c'est vraiment physique à chaque fois, quoi. Enfin, Euh, physique là pendant la le plupart du temps, on l'a déjà fait en visio, ça marche aussi. Ça marche. Après, on a quand même des clients parfois qui sont rassurés quand on leur montre en réel. Ok. Ça marche. Tatatin. Alors, la question ouais, que je pourrais te poser, ouais, bah, est-ce que vous avez eu des ratés et peut-être un retour d'expérience où tu te dis, bon, bah, en fait, on l'a présenté de cette manière et au final, ça n'a pas marché et peut-être un retour, quoi, une Mhm. leçon que tu en aurais tiré. Bah, je dirais qu'il faut pas présenter l'outil forcément de la même manière à tout le monde. On a des typologies de clients différents qui peuvent entrer sur les mêmes outils quand même, mais qui peuvent en avoir des usages différents. C'est vrai pour iPadsat, ça peut être vrai aussi par exemple pour notre logiciel de paye que l'on va utiliser. Voilà, on a certains clients
qui vont avoir des compétences en interne qui font qu'ils ont besoin d'un niveau de détail dans le logiciel de paye très performant. Alors qu'on a d'autres clients qui n'ont pas ce niveau de compétences-là, mais qui ont besoin quand même d'avoir accès à ce logiciel de paye-là. Mais on va juste lui montrer les fonctions de base pour la visualisation. Voilà, la visualisation des payes, la visualisation de ses bordereaux de charge, et c'est tout. On ne va pas rentrer dans des détails techniques. Je dirais que c'est pareil pour tous les outils. On peut avoir différents usages sur chaque outil, et donc le discours qu'on va aborder auprès du client n'est pas forcément le même en fonction du client et de ses besoins. Alors là, tu parles du discours, mais du coup, Ouais. en termes d'utilisation, est-ce que Ouais. vous découpez les tâches de la même manière avec tous les clients? Tu vois, est-ce que à tous les clients, j'imagine qu'il y a il y a certains, par exemple, clients sur iPadDat où tu vas leur dire, bon, bah voilà, vous gérez toute la saisie et nous, on n'a qu'à faire l'export. Mmh. D'autres, un peu moins. Est-ce que vous avez la même utilisation ou est-ce que vous l'adaptez à celle-là? Ah non, c'est clair qu'on n'a pas la même utilisation par structure. Ça va dépendre du client, ça va dépendre de son organisation aussi. Pour parler d'iPadDat, il y en a certains qui vont faire tout sur l'outil, les notes de frais, les factures de vente, ils vont saisir et aller jusqu'à la validation de leurs factures et qui vont tout exploiter de A à Z. Il y en a d'autres, ok, ils vont faire leur vente, ils vont mettre à disposition les factures, par contre, ils vont pas se sentir à l'aise pour aller les valider. Euh, Nous, notre rêve, entre guillemets, c'est de se dire bah, que le client va jusqu'à la validation. Aujourd'hui, tous les clients n'en sont pas là et ne sont pas prêts à faire ça. Ok. Je pense qu'à terme, c'est un travail aussi, et dans le temps, le client peut être capable de le faire. Mais là, c'est aussi être pédagogue auprès de nos clients, et je pense que c'est de la responsabilité, par exemple, du chef d'entreprise de visualiser chaque facture qu'il va payer, qui rentre. Et voilà, aujourd'hui, les catégorisations se font assez simples, de manière quasiment automatique pour la plupart des factures. Donc, je pense que c'est aussi lui donner confiance. Mais en tout cas, l'usage n'est pas le même. Voilà, pour certains dossiers, on va juste utiliser sur iPadDat, par exemple, des collecteurs qui vont permettre de remonter de manière automatique un très grand nombre de factures, mais le reste Ok. de la comptabilité va être tenu en interne sur un autre outil par le client. Ça Mhm. peut être le cas aussi. Donc chaque D'accord. usage, enfin chaque app peut avoir un usage particulier. Et du coup, justement, c'est la dernière question sur les collaborateurs avant de te poser quelques petites questions sur peut-être le futur de Mm. Safigec. Dans exactement le même sujet, qui est l'utilisation et le fait qu'il faille s'adapter. Mm. Comment vous, dans le temps, vous vous assurez de la bonne utilisation des outils par les clients? Comment vous assurez qu'ils l'utilisent bien pour potentiellement peut-être dire, bon, au final, je pensais qu'on allait faire comme ça, mais on va pas faire comme ça, on va faire d'une autre manière. Sauf que ça demande de suivre, puisque certains clients, Mm. tout comme je disais que il y avait certains collaborateurs auxquels on proposait l'outil et puis ils l'utilisaient pas, bah, c'est Mm. exactement pareil pour le client. Donc, Mm. est-ce que vous avez des process là-dessus? Bah, effectivement, nous, quand je parlais du point trimestriel par rapport aux collaborateurs, je dirais que ce point, il est global, et le collaborateur, son but aussi, c'est de nous dire, bah là, nous, de toute façon, on les a et on regarde aussi les temps qu'il y passe. Par exemple, on va pouvoir lui dire, bah là, par rapport, il y a eu le dernier trimestre, il y avait une saisie manuelle, là, tu es passé sur tel outil, sur iPadAd par exemple, et on voit que tu n'as pas évolué en termes de temps. Bah, on va lui demander, et le but aussi, c'est qu'il nous fasse un retour et qu'on voit l'usage que peut en avoir le client. Et nous aussi, on communique auprès de nos clients quand on les forme en leur disant, bah, surtout, cet outil-là, il ne doit pas vous prendre trop de temps, il doit pouvoir en tout cas vous permettre d'avoir telle ou telle information sans avoir de contraintes, et ça nous est déjà arrivé. Soit que nous, on détecte que le client se plaigne un petit peu des choses, ou que le client revienne directement vers nous en disant, bah là, écoutez, je peux plus utiliser votre outil, c'est trop lourd, c'est trop long, je m'en sors pas. Et à ce moment-là, très souvent, on se rend compte que c'est un mauvais usage du client, un petit peu comme ce qu'il peut y avoir sur le collaborateur. Bah, un mauvais usage du client fait que l'outil va pas être performant. Donc, ça nous arrive de reformer des clients D'accord. sur l'interface quelques mois après, quand on se rend compte qu'elle n'est pas optimisée aussi pour eux. Mais ça, on les détaille dans les points au trimestre. Et vous avez en plus vous avez mis en place, par exemple, un intranet ou des choses avec le client, enfin, dans de la documentation.
Alors, on a de la documentation, mais là, le client, lui, n'a pas accès à notre intranet sur les outils. Là, effectivement, ça, on n'a pas d'intranet, je dirais, outils, où il pourrait retrouver les bonnes pratiques. Aujourd'hui, ce qu'on développe sur les bonnes pratiques, c'est plus à destination de nos collaborateurs, mais on pourrait très bien se dire demain de les développer auprès de nos clients. C'est vrai. Ok, ça marche. Eh ben, alors, c'est tout pour les outils. Maintenant, je vais juste te poser quelques questions. Ah bah, évidemment, comme je le disais, hein, l'idée, c'est pas que le webinaire dure. Ça fait déjà plus 1h10. Mais Mhm. quelques questions voilà, sur plutôt un peu plus général et sur le futur de Safijec. Bah, déjà, on parle pas mal de la restructuration et voilà ce qu'on répète à peu près tout le temps, c'est voilà, de moins en moins comptables, de plus en plus experts. Mhm. Ou plutôt dans le sens contraire, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de plus en plus experts, de moins en moins comptables, ça ou dans le sens contraire. Mais voilà, on va du coup vers de moins en moins de tâches à faible valeur ajoutée et de plus en plus de conseils. Voilà, la question c'est déjà toi, depuis que tu es arrivé chez Safijec, est-ce que tu as vu une restructuration? Est-ce qu'il y a des missions que vous avez abandonnées et que bah, vous faisiez avant? Est-ce qu'il y a un type de mission, au contraire, que vous faites maintenant et que vous ne faisiez pas avant? Et voilà, est-ce que tu as un type peut-être de mission que tu pourrais conseiller et voir qui se facture bien? Voilà, donc des Mhm. conseils là-dessus sur le type de mission pour les confrères qui regardent. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, les missions de tenue pure, enfin, je dirais notre mission légale, elle perd de plus en plus de vitesse par rapport l'intérêt que peut en avoir le client. Aujourd'hui, on peut plus se différencier sur ce genre de mission-là, dans le sens où demain, bah voilà, on aura toujours, enfin, si le client vient juste pour un prix, pour faire ses déclarations de TVA ou pour faire son bilan, bah, il va toujours trouver un de nos confrères qui va peut-être faire un petit peu moins cher. Et au final, je pense que la différenciation se fait plus sur ces missions-là. Par contre, le fait d'avoir ces missions-là nous permet d'avoir accès à de la matière première, à de l'information comptable qui permet justement de l'exploiter pour des missions qui sont vraiment là, pour le coup, qui relèvent plus du prestataire comptable, mais plus du partenaire de l'activité de nos clients. Donc, je trouve ce qui est intéressant, et en tout cas, nous, de la manière dont on aborde les choses, c'est de se dire, OK, la mission nous prend moins de temps sur la tenue classique, donc on peut vous proposer soit, bah, c'est ce qui nous intéresse le moins, mais il y a certains clients qui, pourquoi pas, nous disent, bah, nous, on ferait de toute façon rien de plus. Et à ce moment-là, bah, ils ont des honoraires peut-être un petit peu moins chers que ce qu'ils avaient avant. Mais la plupart du temps, la digitalisation, ça ne permet pas, enfin, ça ne réduit pas nos honoraires, et au contraire, ça nous ouvre la porte à des autres missions et à un champ du possible qui est autre et qui permet de facturer autre chose. Je parlais tout à l'heure d'un budget prévisionnel, d'un tableau de bord, d'un prévisionnel de trésorerie. Je dirais qu'aujourd'hui, notre plus-value, elle est là, et de donner de la visibilité à nos clients en temps réel ou presque. Je pense que c'est ça aujourd'hui la clé, et l'avenir de nos missions, il est plus là que sur le fait de savoir faire nos TVA en temps et en heure. Là où je dirais qu'aujourd'hui, cette mission-là, elle est standardisée, et je l'espère en tout cas, tous nos confrères peuvent le faire. Ok, bah super clair comme réponse. Bah ça, en vrai, ça fait écho à ma dernière question. Et d'ailleurs, après, je vois qu'il y a eu quelques questions, on Mm. pourrait y répondre. Bah, ça fait complètement écho à ma dernière question qui est à quoi va ressembler Safijec dans 10 ans, dans 30 ans? Mm. Est-ce que chez Safijec et en général, on fera toujours de la compta? Mm. Et quel type, du coup, ça revient aussi à ce dont on parlait au début. C'est quoi le type de profil que vous Mm. aurez? Mm. Et c'est quoi le nouveau type de collaborateur qu'il va falloir Mm. embaucher? Puisque j'imagine que c'est un Mm. profil différent. Mm. Qu'est-ce qui va être son rôle dans le cabinet? Voilà. Bah, c'est vrai que nous, on a une stratégie assez claire, c'est de se dire, voilà, on a ébauché ça il y a environ 2 ans au sein de Safijec. On part du principe
même si c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais que la tenue comptable purement comptable, bah, elle vaut zéro entre guillemets aux yeux de nos clients, et demain peut-être qu'elle vaudra vraiment zéro et qu'on pourra même plus la facturer parce qu'il y aura des outils qui permettront de le faire de manière instantanée, sans que ça ne coûte rien ou presque. Donc aujourd'hui, nous, on part de ce principe-là pour développer ces autres missions de conseil dont on a parlé. Euh, et sur ça, on a eu un débat et voilà, au niveau de cette stratégie-là, de se dire, on le fait comment? On le fait avec des nouvelles personnes. Voilà, on a un cabinet ancien sur certains sites. On a des gens qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Donc, leur dire du jour au lendemain, bah, vous arrêtez ce que vous faites depuis 20 ou 30 ans, vous faites autre chose. Est-ce que c'est possible ou non? Et si oui, on fait comment? Sinon, on fait comment? Donc, la vérité, je dirais, est entre les deux. Pouvoir former ces collaborateurs-là et même les autres collaborateurs qui sont plus récents au sein du cabinet, mais qui n'ont, entre guillemets, que les compétences comptables, c'est de les former vers ces nouvelles compétences. Je dirais que c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour nous parce que on pourra arriver à vendre ces missions-là et ça ne relèvera plus que de l'expert comptable, mais vraiment de chacun de pouvoir faire du conseil. Donc, pour nous, c'est un risque aussi à prendre de se dire, bah voilà, on développe les compétences de nos collaborateurs. Demain, peut-être qu'ils pourront les exploiter ailleurs. Mais on se dit aussi que si on leur a fait confiance, si on a souhaité continuer l'aventure et les amener vers ces nouvelles compétences-là, c'est aussi une manière de les fidéliser. Et effectivement, pour les nouveaux collaborateurs que l'on peut avoir, je dirais qu'aujourd'hui, on en trouve encore peu sur le marché, en tout cas peu qui sont attirés par les cabinets d'expertise comptable, mais c'est aussi par le fait qu'on n'est pas encore à 100% orienté sur ces missions-là et qu'il y a encore une grande part faite sur les missions traditionnelles. Bah, attirer des collaborateurs qui viennent d'écoles de commerce et qui ont une vision qui est autre et des mécanismes, voilà, en termes de tableau de financement, en termes de prévisionnel et d'analyse qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont une formation purement comptable. Ça, je pense qu'à terme, ça sera plutôt ces collaborateurs-là qu'on va embaucher. Mais on n'oublie pas, en tout cas, chez nous, en tout cas, on n'oublie pas nos collaborateurs historiques et on leur propose, en tout cas, après, voilà, on les force pas. S'ils veulent pas entrer dans ce système-là, bon, bah, à terme, il faudra trouver des solutions pour, voilà, mais on pourra plus forcément travailler ensemble. En tout cas, on ouvre la porte pour les aider et je pense que c'est gagnant pour eux aussi. Top. Bah, hyper clair et ça je sais, enfin, vraiment si c'est un des points, peut-être le point clé quoi de tout, c'est le côté formation et tu Mm, l'as je pense. bien expliqué. Bon, j'ai 1000 questions à te poser encore, donc ça pourrait durer, mais du coup, on va passer aux questions. J'ai vu que là, il y avait donc 3 questions. Alors, comment avez-vous connu chercher tous les outils que vous utilisez? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que on est sur un marché où il y a beaucoup d'outils différents. Euh, Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, avant d'aller taper à la porte de Pizza ou d'autres, on essaye de regarder en interne ce dont on a besoin. C'est la manière que l'on fait. On regarde ce dont on a besoin en interne. On écrit un cahier des charges un petit peu de ce qu'on attend. Après, bah, il y a deux solutions. Soit on le développe en interne si on en a les moyens. C'est assez compliqué de le faire. Soit on vient chercher un prestataire qui propose cette solution-là, sachant que c'est assez. Voilà, il ne faut pas être dans une utopie et croire qu'on va trouver un prestataire qui répond à 100% des choses. C'est pour ça qu'on a plusieurs outils aussi. C'est parce qu'il y en a certains qui répondent à certains besoins et d'autres à des besoins différents. Mais en tout cas, on voit plusieurs présentations, on sollicite plusieurs prestataires qu'on a identifiés comme pouvant répondre à nos besoins. Et le but après, c'est d'être dans une démarche de partenariat avec ce prestataire-là. C'est pas de se dire, bon, bah, ok, on est avec lui, mais 6 mois plus tard, on voit qu'il y en a un autre qui a pris les dessus, donc on part pour aller vers un autre. Ça n'aurait pas de sens vis-à-vis de nos clients, ça n'aurait pas de sens pour nos collaborateurs non plus. Donc,
on investit, voilà, aujourd'hui, nous, on a investi, entre guillemets, dans une relation auprès d'Ageris, auprès d'IPZat, auprès de Silae. On espère en tout cas qu'on puisse continuer le plus longtemps possible avec eux. Ça marche. Merci pour ta réponse claire. Alors attends, on demande qui forme le client, c'est donc Fanny Champeau qui demande qui forme le client, une personne dédiée sur chaque site ou chaque collaborateur pardon, forme ses clients. Alors, chez nous, c'est chaque collaborateur qui vient former son client. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est plus crédible que ce soit l'interlocuteur quotidien du client qui lui montre l'outil et qui lui explique les choses. Si on fait intervenir quelqu'un qui descend dans ne sait pas trop où pour présenter quelque chose, voilà, à mon sens, en tout cas, ça perd un petit peu en crédibilité et en lien qu'on pourrait avoir avec nos clients. Donc, nous, très clairement, c'est les collaborateurs qui forment leurs clients. Après, c'est souvent en binôme. Enfin, en tout cas, pour mes clients, c'est en binôme avec moi, avec l'associé. Je sais que j'ai beaucoup d'associés qui fonctionnent comme ça aussi. Voilà, Donc tu te ça dépend. déplaces parce que tu disais que c'était en présentiel souvent. Ouais, donc soit le client vient, soit on se déplace dans les locaux du client. Mais oui, ça nous arrive de faire ça. Mais je dirais que c'est un temps qu'on a investi. Ça prend une heure et demie peut-être max, mais on D'accord, le récupère assez vite. ça marche. Et je vois la question, vous parlez d'un logiciel Abzat, comment l'écrivez-vous? Ah, je te laisse Alors, répondre là. je vais écrire, alors c'est iPayzat comme j'ai payé ça en anglais, IPAIDTHAT. Voilà, je vais même mettre le lien et puis dans le chat. Et puis voilà, comme ça ce sera clair. C'est vrai que c'est pas évident en France quand je parle d'iPad au téléphone, quoi. Donc je te dirais IPAIDTHAT à chaque fois. Et c'est pareil pour nous, hein, quand on leur parle de ça, ils savent pas, enfin voilà, ils comprennent pas comment ça s'écrit du premier coup, mais bon après, ça vient vite quand même. Ah, d'accord. C'est ça. Bon, bah, je crois qu'on va y mettre fin. Je crois qu'il y Merci. avait une dernière question. Ah, une question. Bien, bien vu. Attends. Est-ce Ah qu'il oui, y a t'as des raison. clients qui viennent chez nous que Ouais, pour le côté digital? Et je trouve que c'est important parce que oui, merci. vraiment, nous on travaille, voilà, enfin, il y a quelques clients spécifiquement qui travaillent sur iPadat, leur cabinet ne veut pas en entendre parler et qui nous sollicitent. Ça peut être le cas. Mais comme je disais, on travaille beaucoup avec des créateurs d'entreprises parce qu'on est affilié à quelques organismes qui aident les créateurs d'entreprises. Ouais. Et eux voient plusieurs, souvent, on est dans un réseau où ils voient 4-5 experts comptables différents. Et souvent, ce qu'ils nous disent, ce qui fait la différence, c'est les outils digitalisés qu'on peut leur mettre en place. On n'est pas les seuls à le faire, mais en tout cas, ça fait partie des arguments aujourd'hui qui marchent bien auprès des nouveaux clients et auprès des clients un peu plus. Voilà, même s'ils ne sont pas créateurs d'entreprise, ça plaît en tout cas. Ouais. Et du coup, bah, là, c'est un autre sujet un peu plus large. Mais du coup, est-ce que vous communiquez là-dessus? Vous avez des réseaux sociaux actifs ou vous communiquez sur, pour montrer que vous êtes un cabinet dynamique et dans l'air du temps? Ou j'ai vu que votre site était bien, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on communique, on a quelques communications, on fait aussi partie de quelques groupes d'entrepreneurs, que ce soit celui dont je parlais pour les créateurs d'entreprises ou aussi des BNI, enfin voilà, des groupes où quelques associés sont présents. Et on met en avant cette casquette un peu digitale. Euh, et honnêtement, c'est quelque chose qui fait mouche. Et en tout cas, je dirais qu'à compétence égale, je pense qu'un client aujourd'hui va plutôt aller vers un cabinet digitalisé qu'un autre. Ça, il n'y a pas de question. Et du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de clients qui viennent nous voir et qui disent, bon, bah, moi, mon cabinet est un peu à la ramasse, il refuse de se digitaliser. Est-ce que vous avez des cabinets qui utilisent ces Mm, solutions, quoi? Et on propose du coup pas mal, enfin des cabinets qu'on connaît qui sont bien. mm, S'afficher en fait partie, quoi. mm, mm. Et bien écoute, merci Jean-Frédéric d'avoir pu trouver du temps. Je pense que c'était, enfin moi en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir un retour d'expérience de ta part.
Je sais pas s'il y a peut-être quelque chose, une dernière chose que tu veux ajouter. Moi, pour ma part, Non, bah moi, c'est vrai que c'était un plaisir de répondre à tes questions. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un retour aussi. Enfin, en tout cas, nous, on est content de ce qu'on a mis en place en termes de digitalisation. On sait qu'on a encore du chemin à faire parce que je dirais que la profession comptable en son ensemble a encore du chemin à faire en la matière. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours intéressant, je trouve, de discuter de ces sujets-là. bon, bah, génial. Bah, écoute, merci. C'est possible qu'on puisse que ça puisse se refaire peut-être sur un autre sujet, Mhm. mais voilà, Ok. en essayant d'être intéressant. Bon, merci Jean-Frédéric, merci à tous les participants et puis peut-être à bientôt. Ça marche. Merci. Bonne journée à tous.